Bonsoir, bienvenue dans la libre antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit sur metatv.org, c'est la saison 2. Et ce soir, petite émission spéciale décryptage sur l'euro. Donc, bien sûr, bonjour à la régie qui est avec nous, bonjour à tous les modérateurs, les rénuits, la révolte aux Sage, Yeris. Ah, on me dit qu'il y a un problème de Mac. Alors, je vais prendre l'autre. Ah. Changement de micro. Voilà. Celui-là, ça passe. Ok, super. Donc voilà, on recommence. Bonjour à tout le monde. Voilà, parce que vous n'entendiez pas. Voilà, on me dit ça commence. Bonsoir à tous. Voilà, gros big up à la régie, DJ Premier, Steph et tous les modérateurs, les rénuits, la révolte aussi, Sage, Iris et bien sûr vous, Émilie. Bien sûr, Émilie, nous avons reçu ton petit cadeau et on t'envoie évidemment plein de bisous. Merci pour ce magnifique cadeau. Vraiment merci. Red, évidemment, Ultimo Boss, Marco Linox, Micmac, Renel Raviol, le Télico, Frisky, Fred de Lille, Patriote, Freeze, Red Mix, qu'est-ce qu'il y a encore? Carac, Lyon Pard, Olivier Sambre, voilà, Jo le Kawak, Psycho Quack, enfin il y a du monde. En tout cas, salut à tout le monde. Voilà, on me dit Polo UPR. Je peux te dire que même à l'UPR, ils n'ont pas celui-là. C'est un collector UPR. Voilà, un vrai collector. Hein. Ceux qui ont ce t-shirt-là, c'est que vraiment, ils ont connu une certaine période et je peux vous dire que il deviendra collector, et il l'est déjà. En tout cas, ce soir, c'est pas pour rien, justement, ce petit clin d'œil à l'UPR. On me dit petit pull UPR. Vous avez reconnu comme quoi, finalement, il est assez connu, ce logo de l'UPR, parce que c'est marqué UPR nulle part. C'est ce rameau d'olivier, c'était celui qui était présent sur les francs. Et ce soir, ça s'y prête particulièrement, parce que on va se faire un petit décryptage on va dire, d'un reportage. Alors, un reportage, attention, de très haut vol, hein. On est chaîne publique, des gros invités, une démonstration implacable qui nous est faite que si la France sortait de l'euro, ce serait évidemment le cataclysme ambiant, on n'est pas loin de l'ambiance post-nucléaire. Et donc, il me semble que ça mérite quand même un petit décryptage, parce que lorsque, pour quelqu'un qui n'aurait pas les informations, ou qui n'aurait pas un peu, vous voyez, on va dire, suffisamment de recul par rapport aux éléments qui nous sont présentés, il peut tomber facilement dans le panneau. En plus, ce genre de reportage qui sert à crédibiliser la parole, du fait que, évidemment, l'euro serait une monnaie qui, évidemment, si elle s'effondrait, effondrerait tout le système économique avec, la France ne s'en remettrait pas. Ça, c'est ce qu'ils veulent vous démontrer. Et donc, pour ça, on vous fait peur, on cesse comme ça de vous menacer. Et donc, je vous invite tout de suite, évidemment, à aller regarder ce petit reportage. Donc, petit reportage, mais avec de gros moyens. Donc, réalisé par... Ça va mieux passer pour, évidemment, l'image. Voilà. Enfin, là, c'est le son, en l'occurrence. Donc, qu'est-ce que vous me dites? J'en profite pour aller voir ce que vous racontez, vous ici, en même temps. Voilà, on me dit, hey, sauvez-nous, ça va être le capitalisme, etc. Vous comprenez bien l'ambiance de ce petit reportage. Donc, voilà, on va commencer. Alors, ça commence comme ça au début, on est évidemment tranquille. Alors, à partir de maintenant, on va jouer à ce petit jeu de « Et si la France sortait de l'euro ?» C'est dur de répondre parce que comme je ne crois pas au scénario, je ne l'imagine pas, je ne sais pas répondre en situation. Alors bon, il est extraordinaire, vous l'avez tous reconnu, Édouard Leclerc, le grand patron de la distribution française, parce que dans ce reportage, vous allez voir passer un certain nombre de ponts de gens qui font, on va dire, référence. On n'a pas pris n'importe qui, on est allé chercher les plus grands patrons de la distribution française. Et donc, il est assez étonnant, ça commence par nous dire, de toute façon,
on n'a pas besoin de, comment dire, je ne peux pas répondre, je n'envisage pas le scénario. Voilà, on me dit de toute façon, nous sortir de l'euro ou pas, la question ne se posera pas bientôt plus, l'euro va s'effondrer tout seul. Ça, c'est encore une autre question, mais en attendant, justement, il est intéressant quand même de constater qu'on s'efforce de vous faire des reportages, j'ai envie de dire, de grande ampleur, hein, puisque là, on ne parle pas de petits reportages, on parle de reportages avec... vous voyez, il y a Édouard Leclerc, vous allez voir un certain nombre d'intervenants prestigieux qui vont se succéder, ce qui signifie bien qu'on veut mettre la pression. Vous vous rendez compte l'écart entre le moment où il y a quelques années, le fait même de suggérer une sortie de l'euro, c'était quelque chose complètement conspirationniste, hein, c'est comme ça qu'il le désignait. Hein, et aujourd'hui, on en est faire des reportages pour sauver l'euro. Pas de repère. C'est-à-dire qu'on ne nous a jamais donné la clé, le manuel qui va nous dire quand un pays sort de la zone euro, voilà ce qui va se passer. Ah, ouais, bon, ce monsieur que vous allez voir intervenir aussi tout au long du reportage, oui, on ne nous a jamais donné la clé, le manuel, mais il y a un certain nombre de personnes qui se sont posées ces questions. Il en aurait pu aussi aller leur demander. Hein, voilà. On est déjà dans une zone d'incertitude, mais avec une sortie de l'euro, on rentre dans une zone de grande incertitude. Oui, bon, hein, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, qui est là pour représenter donc les syndicats. Donc on a vu la distribution, ce monsieur qui est une espèce de conseiller, enfin, je parle pas de François Baroin, mais le monsieur d'avant qui était conseiller, on va dire, auprès des banques, et puis un syndicaliste, un ancien ministre. D'une certaine manière, ce type d'exercice au plus haut niveau de l'État, il existe tous les jours. Ah, cet exercice-là, au plus haut niveau de l'État, il existe tous les jours. Donc, c'est-à-dire que l'État envisage quand même, alors, certaines situations. Ça, on y reviendra plus tard, parce que, bon, déjà, il nous donne une information. On me dit, c'est un public reportage pour l'euro. On n'est pas loin de ça, et il est important quand même d'aller de le faire, parce que vous allez voir un certain nombre de mensonges, et ce sont des mensonges qui vous sont répétés comme ça de façon récurrente, et ils se servent donc de toute l'argumentation qui est développée par les européistes pour défendre l'euro. Donc c'est bien d'aller fouiller qu'est-ce que ces gens-là nous disent. Alors, imaginons que la France sorte de l'euro. Que se passerait-il concrètement ? Voilà, le ton est posé. Imaginons que la France sorte de l'euro. Que se passerait-il concrètement, hein? Eh bien, vous verrez que déjà, il y a une première question, à laquelle on ne répond jamais, ce n'est même pas évoqué, ce n'est même pas suggéré, c'est en quoi une sortie de l'euro est-elle, on va dire, corrélée à une sortie de l'Union européenne. Cette question-là n'est jamais soulevée à aucun moment, donc ça, vous allez comprendre pourquoi. Quelles seraient les conséquences sur notre économie? À quoi ressemblerait notre vie quotidienne? Voilà, bon, à quoi ressemblerait notre vie quotidienne? Visiblement, effectivement, on pose les bases, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe si on sort de l'euro? Comment, au jour le jour, cette situation va se gérer pour le Kidam? Les témoins ont accepté de se prêter à l'exercice et de se confronter à ce scénario de sortie de l'euro. Voilà, ce monsieur aussi est très intéressant, on va l'entendre par la presse, c'est le représentant de la FNSEA, donc le plus gros syndicat censé défendre les intérêts des agriculteurs. L'histoire commencerait ici, à Bruxelles, la capitale politique de l'Europe. Oui, la capitale politique de l'Europe, hein, ou on pourrait dire le siège de la Commission européenne hein, et du Parlement, voilà, bon, capitale politique de l'Europe, on peut accepter. Des services de communication muets, des mines fatiguées, une ambiance pesante. Le sommet de la zone euro, convoqué en urgence, traduit bien l'état de sidération des chefs d'État et de gouvernement des 19 pays membres. Alors, déjà, il y a quand même quelque chose de sidérant dans ce reportage qui vous est posé et qu'il va falloir que vous intégriez tout au long de ce qu'on va voir, c'est que il se base sur une situation fictive, sur, voilà, évidemment, une situation imaginaire, hein, c'est bien marqué, documentaire fictif, et pourtant, ils ont pu puiser, hein, si j'ose dire, à volonté, hein, dans un bassin d'images existant pour imaginer une situation de crise. Ça vous laisse entrevoir quand même ce qu'est la réalité, puisqu'ils n'ont pas eu besoin d'inventer
en fait une situation de retourner des nouvelles images de gens fatigués au Conseil européen. Ces images-là sont déjà là. Dans notre hypothèse, Matteo Renzi, le président du Conseil des ministres italien, vient demander à l'Europe le sauvetage de son pays, contraint de reconnaître son impuissance face à l'ampleur de la crise italienne. Qu'est-ce que l'Italie demande ? L'Italie demande seulement du respect. Il ne s'agit pas de demander une position spécifique ou une autre. Il s'agit de demander le respect. Voilà, donc ça commence, hein, évidemment, l'Italie demande du respect. Bon, ce qui déjà en plus démontre bien l'état des relations entre les pays de l'Union. Qu'un pays en vient de demander du respect de la part des autres. Voilà, on me dit l'UE compte 28 pays mais pas 19 effectivement, mais il s'agit du Conseil de la zone euro. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de gens dans le Conseil de la zone euro. Et particulièrement envers un pays fondateur comme le nôtre. À l'origine de cet appel au secours, la faillite, quelques semaines auparavant, de 4 banques italiennes particulièrement fragiles, celles qui n'avaient pas réussi les tests de résistance de la... Alors oui, les fameux tests de résistance qui ont été mis en cause, et vous savez, selon ces propres tests, ceux de l'année dernière, il y a plus de 25 banques, elles, qui n'auraient pas pu passer ce test, non pas ces simples 4 banques italiennes. Et selon certains, on en sera des taux plus importants parce qu'on tricherait sur les comptes. Donc, je vous laisse imaginer, voilà, ces 4 banques italiennes n'est rien devant la véritable ampleur du désastre. Banque centrale européenne en octobre 2014. Par contagion, le système bancaire italien tout entier s'est effondré. Les sommes que les Européens devraient injecter pour sauver la 3e économie de la zone euro sont colossales. L'Europe n'en a juste pas les moyens. Il faut dire que l'on parle de 300 milliards d'euros, 3 fois plus que pour sauver la Grèce en 2011. En Italie, une crise politique et sociale éclate et menace de balayer Matteo Renzi. Alors, ce qui est pour moi saisissant, c'est que donc l'Italie est déjà confrontée à cette situation-là. L'Italie a connu des périodes de troubles sociaux qui ne sont d'ailleurs pas terminées, tout comme en Grèce et comme tous les pays qui sont touchés par cette crise de l'euro. Donc l'Italie, un peu la victime, mais n'est pas le seul pays qui fait face à une situation dramatique. On pense aussi à l'Espagne, qui est dans une situation très dramatique. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé aujourd'hui dans les rues de Rome pour protester contre la politique de... Voilà, alors documentaire fictif avec de vraies images, parce que les images qu'on nous présente comme étant la projection d'un futur sur une éventuelle sortie de l'euro sont en fait les images de la conséquence même de notre appartenance à l'euro, pour ce qui concerne l'Italie, la Grèce, l'Espagne, etc. Vérité du gouvernement. L'image que nous donnons au monde est terrible et l'image que nous avons de Noël aussi est terrible. Beppe Grillo, chef du parti 5 étoiles, que tous les sondages prédisent déjà prochain leader du Conseil italien. Voilà, Beppe Grillo. Alors Beppe Grillo, il a fait une demande en fait pour une pétition pour sortir de l'euro. Mais pour qui s'intéresse au cas de Beppe Grillo, on voit bien que derrière, il n'y a pas de volonté politique sérieuse de sortir de l'Union européenne et de marquer justement cette sortie de l'euro avec cet acte fort. Moi, j'attends de voir. Parce que, voilà, on me dit ce qui est hallucinant, c'est qu'on voit l'Italie au bord du gouffre alors qu'elle sera la 3e dans le classement. Aucune conclusion, évidemment, sur les causes qui seraient l'euro, mais juste sa sortie, c'est orwellien. Entièrement d'accord, mon cher Lacan. Annonce clairement ses intentions pour sortir de la crise. Il y a déjà 37 milliards d'euros qui sont sortis du pays en un mois, qui se sont barrés à l'étranger. Et moi, je lance un appel à Renzi. S'il te plaît, Renzi, continue comme ça. Dépêche-toi. Fais exploser ce putain de pays. Comme ça, finalement, on verra clair dans ton petit jeu de destruction de ce pays. Oui, voilà, la fuite des capitaux, mais celle-là, on l'a déjà connue. Ce n'est pas conséquent à une sortie de l'euro, puisque ceci est la situation à l'heure actuelle, avec les fuites des capitaux en Italie, en France, en Espagne, et on sait que ces capitaux se dirigent essentiellement vers l'Allemagne, qui les accueille parce que justement, c'est la solidité de la banque allemande, de la Bundesbank et de l'économie allemande qui attire tous ces capitaux, qui deviendront ensuite autant de dettes toxiques, et que l'Allemagne devra payer. Vous comprenez pourquoi les Allemands sont très fâchés.
Nous devons sortir de l'euro le plus tôt possible. Et si l'Italie décidait de sortir de l'euro? Et si la France devait la suivre? Ce film raconte la déconstruction d'un système économique et monétaire que nous avons mis 22 ans à construire. Oui, voilà, bon, on commence déjà par vous culpabiliser, oui, que nous avons mis 22 ans à construire. Alors, c'est saisissant parce que toutes les dates changent. Je verrai plus tard, elle va nous dire, ah ben on a mis le système en 3 ans. Et puis, si cette dame veut faire de l'histoire, hein, si ces gens qui ont fait ce documentaire veulent aller plus loin, dans ce cas, ce n'est pas 22 ans de construction pour faire l'euro, puisque les premières notes qui émanent donc de la CIA vers Robert Marjolin, l'ancien président de la Commission européenne, et qui lui conseille d'organiser en fait de mettre en forme les bases nécessaires à l'établissement d'une monnaie unique sans faire de débat jusqu'au moment où ces mesures deviendraient virtuellement inévitables. La note même, c'était 1965. Donc 22 ans, il y a des choses à revoir visiblement. La monnaie unique offrira plus d'emplois, plus de croissance. Oui, voilà, ça c'est ce qu'on nous raconte le Bharata de l'époque. Évidemment, on vous remet un petit coup de Maastricht, un peu de nostalgie, j'ai envie de dire. Et c'est à vous, Français, à vous qui avez voté oui à la France, oui à l'Europe, oui à l'espoir, que va d'abord ma gratitude. Plus de 300 millions de personnes vont utiliser la même monnaie dans une zone qui s'étend au-delà de Lisbonne, de Helsinki, de Dublin et d'Athènes. Et nous créons ainsi la 3e grande zone monétaire au monde. Nous devons opposer une solidarité sans faille à tous ceux qui doutent de la viabilité de l'euro et qui spéculent sur son éclatement. Voilà, bon, vous avez les petits extraits, hein, sont bien croustillants. Hein. Sarkozy, évidemment, n'a pas le droit de douter. Hein. Vous voyez bien que c'est religieux, hein. On est dans le dogme, hein, où le doute n'est pas permis. On n'est pas dans le raisonnement où chacun pourra amener une argumentation, contre-argumentation. Non, vous n'avez pas le droit de douter. Voilà, donc c'est comme en religion, c'est du dogme. Cette commission sera la commission de la dernière chance. C'est le grand enjeu de l'Europe. Si elle n'est pas capable d'offrir un espoir à la génération qui vient, les peuples se détourneront de l'Europe. Choc, séisme, déchirure, les mots peinent à décrire l'événement. L'Italie, la 3e puissance économique de la zone euro, a annoncé ce matin l'abandon de l'euro pour retrouver la lire, immédiatement dévaluée de 25%. Voilà, donc ça, là, je m'arrête un peu là sur ce qui vient d'être dit, parce que on nous dit la lire, donc enfin l'Italie sort de l'euro, revient à la lire, immédiatement dévaluée de 25%. D'accord, mais qu'on nous explique par quelle baguette magique cette opération. Parce qu'on le verra plus tard, tout cela ne sont que des postulats qui avancent, mais qui ne reposent sur rien. Il n'y a aucune réalité économique ni du raisonnement là-dessus. On va comprendre pourquoi. L'Italie qui sort, ce sont les autres pays maintenant de la zone euro réputés fragiles qui sont menacés. L'Espagne, le Portugal, mais aussi la France. Alors, c'est ça qui est intéressant, on parle d'Espagne, Portugal. On aurait pu citer la Grèce, hein, quand même, je pense. On aurait pu citer l'Irlande, on aurait pu citer Chypre, on aurait pu citer les pays qui ont prouvé montrer des signes de maladie extrême. Hein, non, on nous dit, c'est rien que ni plus ni moins que l'Italie, la 3e économie qui sortirait de l'euro. Et malgré ça, l'euro continuerait à vivre. Hein. Alors, quel sera l'impact de la sortie de l'Italie sur notre pays? Quelles en seront les conséquences économiques, politiques et sociales? Nous y consacrerons l'intégralité de cette édition. La sortie de l'Italie est une nouvelle catastrophique parce que c'est la preuve que l'euro n'est pas capable de régler ses problèmes les plus difficiles. Oui, ça il nous l'a prouvé. Alors vous avez Jacques Attali, vous connaissez tous. Bon, il est toujours Jacques Attali, il sort toujours de son lit. Je sais pas, on va toujours le chercher. À mon avis, à 8h du mat, il y a toujours une coupe, machin, mal rasée. Bon, je sais pas. C'est Jacques Attali
Il a une tête un peu ressemble à un oiseau, un peu mal déplumé, une espèce de pivert. Bon, je sais pas, c'est Jacques Attali le matin. Alors, ceci dit, voilà, donc vous voyez un peu la teneur du reportage quand on connaît ce personnage et son idéologie. Et donc, oui, c'est une nouvelle catastrophique. L'euro, si l'Italie sort, c'est qu'on n'est pas capable de régler les problèmes. Évidemment, si l'Italie sort, c'est aussi, il faudrait peut-être se poser la question sur les problèmes, et peut-être revenir aux sources des problèmes, parce que c'est ça qui n'est jamais évoqué à aucun moment, évidemment, dans ce reportage, les véritables sources des problèmes. Quand ils sortent, dans des conditions assez cataclysmiques, parce que faire une monnaie, tout ça... Alors j'adore ce passage. Que l'Italie sorte dans des conditions cataclysmiques, faire une monnaie, tout ça, et vous savez, le signe du mensonge, à la fin, quand on ment, et puis... et on a rattrapé, c'est comme dans l'alchimie, hop, son mensonge, il faut bien qu'on expie quelque part. Et donc, oui, voilà, c'est son seul argument, c'est compliqué de faire une monnaie, tout ça. Le Soudan du Sud, il est bien arrivé à faire une monnaie en 3 semaines, mais la France ou l'Italie en serait parfaitement incapable. Montre que, après tout, d'autres pays pourraient le faire, parce qu'il y en a un qui l'a fait. Si un pays lâche la rampe et si les autres ne se mettent pas ensemble pour le rattraper, l'image de la cordée d'alpiniste est la meilleure. Si on ne rattrape pas celui qui tombe, on tombe tous. Si on ne rattrape pas celui qui tombe, on tombe tous. D'accord, mais bon, là, c'est pas ce qui est proposé tout au long du reportage, de rattraper celui qui tombe. C'est ça que vous allez voir, l'escroquerie. Ce matin à 9h, à l'ouverture des marchés financiers, les investisseurs vont, comme toujours, être les premiers à réagir. C'est un premier maillon qui a sauté, on va regarder quel est le suivant et on va déjà penser risque de contagion. Quand on est face à un inconnu, on a, je dirais, ce qu'on appelle l'aversion pour le risque. C'est-à-dire que d'un seul coup, on réagit, je dirais, on veut prendre aucun risque. On veut prendre aucun risque. L'aversion pour le risque. Alors que ce monsieur-là, peut-être, il oublie de nous parler des fameux CDS et d'autres, d'autres produits financiers qui ont été inventés pour ne spéculer justement sur la dette des États. Et cette spéculation, comme elle a eu lieu sur la Grèce, comme elle a eu lieu sur l'Espagne, comme elle a eu lieu sur la France, ce sont des attaques, véritables attaques financières. Et donc, quand il nous dit « Oh mais non, on ne veut pas prendre de risques », ce monsieur-là, évidemment, il ne peut pas prendre de risques, mais il va les faire prendre aux autres. On peut aller à l'endroit où on est sûr qu'on ne va pas perdre son argent, on est à un endroit où on ne va pas perdre en capital. On ne va pas acheter des actions, on ne va pas prêter à long terme à l'État français. Alors là aussi, vous voyez, ça commence assez, je vais dire, sur les chapeaux de roue, puisque c'est l'Italie qui sort de la zone euro, et immédiatement, c'est la France qui est punie. On nous dit, on ne prêtera plus à la France. Alors moi, qu'on m'explique, parce que là, je ne comprends pas, c'est l'Italie qui sort de la zone euro, donc qui devrait rentrer, selon les critères de ces gens, dans une incertitude la plus totale, et pourtant c'est la France qui est punie. Le lendemain de la sortie de l'Italie de la zone euro, c'est les marchés qui ne veulent plus prêter à la France. Là, on a un pays qui sort, donc on va avoir sûrement une séance très violente. L'attaque spéculative sur les valeurs françaises est en effet violente, massive. Tous les investisseurs cherchent à se débarrasser des actions d'entreprises françaises et des titres de dette de l'État. Le CAC 40 plonge. Les ordres de vente s'accélèrent. Très vite, il n'y a plus d'acheteurs. On décide à la hâte de clôturer les marchés. France Info. Jean-Pierre Gaillard, Alors là, oui, c'est un peu incompréhensible, mais bon, les marchés s'arrêtent. Bon, je sais pas, on a connu quand même des crises assez phénoménales depuis 2008, mais bon, je ne veux même pas revenir encore plus loin depuis les années 70 et les années 20 et les années 30 et toutes les crises qu'on a connues dans le 20e siècle. Mais pourquoi, tout d'un coup, la sortie de l'Italie entraînerait une punition et plus personne ne veut acheter d'actions françaises? Voilà, déjà, c'est un postulat qui est donné, qui est, pour moi, nous est balancé comme ça, sans aucune justification. Voilà. Les 16 heures, qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? C'est l'arrêt des cotations. On arrête les cotations pour pas que des excès soient commis, que ça parte dans tous les sens. Je ne sais pas ce qui va se passer et quand on va pouvoir reprendre les cotations. On ne pouvait pas y croire. Or là, ça y est, c'est arrivé et c'est effectif. Oui, c'est catastrophique, oui, je le dis. On est dans la phase panique, donc on n'est pas dans la phase réflexion. Peut-être après, on essaiera d'évaluer les dégâts, d'évaluer les conséquences, de faire des scénarios économiques. Là, on est dans la phase un petit peu réaction de court terme, sans grande réflexion et surtout de désengagement de la zone euro. Voilà, désengagement de la zone euro. Donc l'Italie, je le rappelle, à ce moment du reportage, on en est juste à la sortie de l'Italie. Conséquence immédiate, ce sont les marchés qui punissent la France. Donc ça n'est pas expliqué. Voilà, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'attaque contre l'Italie, par exemple. Je ne sais pas pourquoi ce sont les taux d'intérêt de la France qui montent.
tout ça ne nous est pas expliqué. On me dit quelles entreprises françaises on les perd toutes. Exactement, on y reviendra, mon cher Frisky, justement, parce qu'il parle à un moment, évidemment, des entreprises. Vous allez comprendre. Ah, alors, il y a toujours des pauses qui sont très intéressantes dans ce documentaire, puisque ce sont les moments où, en fait, entre les séquences, on nous met des couvertures fictives de magazines, ce qui démontre d'ailleurs au passage, et vous allez bien le voir, le rôle des médias dans cette affaire. Et là, on voit l'affiche de Marianne, donc voilà, un grand titre national, avec le retour de la pensée unique. Ciao l'euro, l'Italie fait vriller les marchés. Le retour de la pensée unique. D'accord. Donc ça voudrait dire que sortir de l'euro, c'est revenir à la pensée unique. Ça, il faudrait quand même qu'on nous explique pourquoi, parce que moi je pense que c'est plutôt l'euro qui est dans la pensée unique. Mais ciao l'euro, l'Italie fait vriller les marchés. Ouais, d'accord. Et puis apparemment, les marchés s'en prennent à la France. L'Europe, elle est une nouvelle fois devant des choix cruciaux au moment même où je m'exprime. Et la France s'interroge dans un climat de défiance lourd sur son avenir. Oui, évidemment, la France s'interroge. Oui, c'est un peu creux ce qu'il dit, mais bon. Il n'a pas fallu plus de 24 heures pour que la classe politique dans son ensemble digère le retrait italien et envisage les conséquences pour la France. Va-t-on nous aussi sortir de l'euro? Doit-on sortir de l'euro? La situation est difficile et la symbolique, et non seulement la symbolique, mais la réalité de voir un pays sortir de l'euro est évidemment extrêmement grave et on aurait dû tout faire pour éviter cela. Mais voilà, nous n'avons plus le choix et donc maintenant, en France, nous devons être suffisamment courageux pour prendre les mesures qui nous permettent de rester avec la partie la plus développée de l'Europe plutôt que de basculer vers le groupe des plus mauvais. Alors là, c'est super, Mariton, donc député, qui nous explique. Donc nous, il faudrait que nous restions avec les plus riches, en gros, de l'Union européenne, et puis qu'on se débarrasse des plus mauvais. Vous voyez, tous les européistes, tous ceux qui s'attachent sans cesse à vous faire les éloges de cette Union européenne, ces gens-là, dès que vous allez, on va dire un peu gratter, ils vous sortent toujours ce discours-là, en se disant, il y a des pays supérieurs à d'autres dans l'Union européenne. Donc l'Union européenne, en fait, n'est qu'une union de pays supérieurs qui vassalisent d'autres, vassalisés par un grand tout. Donc là, on a encore la preuve de cette soi-disant solidarité européenne qui n'en est pas. Ouais, Hervé Mariton, il vous dit carrément les plus mauvais. Les autres sont carrément mauvais. On croirait si on prenait des notions de bien et de mal, mais en quoi ils seraient mauvais? Ils sont peut-être moins performants, mais en quoi ils seraient mauvais? Parce que mauvais, on a presque, il y a une dimension un peu morale presque, vous voyez, dans ce jugement. Mais ça signifie bien que l'Union européenne, c'est bien un petit club de pays qui exerce quand même une domination sur les autres. Croyez-moi, amis hongrois, slovaques qui nous écoutaient, polonais, lituaniens, etc., roumains, hongrois, qui pensaient pouvoir un jour compter et que votre voix puisse se faire entendre dans ce Parlement, ne rêvez pas. Voilà, vous voyez comment pense en tout cas le reste de la classe politique des pays, des dirigeants européens, c'est que pour eux, vous ne comptez pas, vous êtes mauvais. Est-il encore possible, à l'heure où on parle, de maintenir malgré tout la cohésion de la zone euro? Il faut en discuter notamment avec l'Allemagne. C'est aussi, ça, c'est saisissant toujours ces propos, il faut en discuter avec l'Allemagne. Il y a 28 pays dans l'Union européenne, comme vous avez remarqué tout à l'heure, il y en a 18 dans l'euro, je crois, ou 19, on ne sait plus, puisque je ne sais plus si l'Estonie elle est rentrée ou pas. Bref, à la fin, c'est l'Allemagne. Voilà, c'est en fait, le dialogue se résume au PS. D'ailleurs, les gens du PS ont toujours ce discours-là. J'en ai rencontré des tas de gens au PS, ils tiennent toujours ce discours-là. L'Europe, c'est une discussion avec l'Allemagne. Pour les gens du PS, l'Europe se définit entre la relation franco-allemande. Voilà, point. Les 26 autres pays n'ont qu'à bien se tenir et écouter ce qui se dit, c'est tout. De droite ou de gauche, pro-européens, nombreux sont ceux qui redoutent la sortie de la France de l'euro. François Baroin décide alors de rendre public le rapport secret Black Swan. Alors ça, c'est un vrai rapport, effectivement, qu'avait commandé le gouvernement, le rapport Black Swan, qui était une réponse, soi-disant, à la sortie de l'euro et les conséquences. Je rappelle à ce titre qu'à l'époque, d'ailleurs, François Asselineau, lui, qui est inspecteur général des finances, avait
fourni un rapport, avant qu'il monte l'UPR, qui justement expliquait la fin du dollar et la fin de l'euro, pourquoi et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et c'était bien avant ce monsieur Barouin et son Black Swan, un nom déjà américain, Black Swan, on aurait dit une opération de l'OTAN, une Black Ops peut-être. Donc voilà, Black Swan, qui, vous allez voir, il va nous expliquer ce qu'est ce rapport. Commandé à Bercy en 2011, au plus fort de la crise grecque, alors qu'il était ministre de l'économie. Un rapport qui chiffrait précisément le coût d'une sortie de l'euro. Alors un rapport qui chiffre précisément le coût d'une sortie de l'euro. Donc vous allez voir les chiffres précis de François Barouin. La conclusion était assez simple, c'est une évaluation de 20 à 30%. Une dévaluation de 20 à 30%. D'accord, bon ça c'est pareil. Aléatoire, on vous balance des dévaluations comme ça dans la figure, bon voilà. C'est une montée pour la France de sa dette à 130%. Pourquoi? C'est pareil, une montée de sa dette. Mais la dette de la France, elle est déjà en train de monter. On n'a pas besoin d'attendre de sortir de l'euro. 130%, on va y arriver bientôt. Donc ça, vous voyez, c'est que des faux arguments, attention, qui sont présentés. C'est une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 20 à 30% pour les salariés. Ah bon, pour les salariés? Peut-être pas pour les autres. C'est sûr que ces messieurs-là qui touchent des retraites de Premier ministre et autres avantages à plusieurs milliers d'euros par mois sur le compte du contribuable, ils ne seront pas impactés effectivement par d'éventuelles dévaluations. Mais qu'on nous explique en quoi ce monsieur-là, il a décrété qu'il y aurait 20-30% de dévaluation. Voilà, d'où ça sort, comme ça. Bon, bah, 30%, hop, 30% de dévaluation. C'est comme ça, c'est Barouin qui l'a dit. Mais non, à un moment donné, qu'on nous explique pourquoi. Et vous allez voir en plus en quoi tout ça est très contradictoire et ne tient pas avec les événements eux-mêmes, comment ils les présentent dans ce reportage. On avait calculé également que c'est la disparition dans le secteur marchand d'1 million d'emplois immédiatement. C'est, si l'État n'intervient pas, c'est-à-dire en gros si l'État ne nationalise pas les banques, un éclatement du système bancaire. Ça c'est pour la partie, je dirais, paisible et aimable du dispositif. Et... franchement, sincèrement, l'État qui nationalise les banques, j'ai envie de dire en quoi ce serait négatif pour l'économie française. Puisque déjà, on a aidé, je le rappelle, déjà dans la crise de 2008, on était à il me semble, des aides qui sont montées jusqu'à 800 milliards d'euros sur la zone euro pour sauver les banques européennes. Alors, je ne sais pas de quoi il nous parle, en sortant de l'euro, tout d'un coup, tout deviendrait plus cher. Il y a toute la partie que l'on ne maîtrise pas, qui est la spéculation mondiale et qui est la réalité de l'éclatement d'une monnaie aussi forte que l'euro dans une économie mondialisée et globalisée comme nous l'étions déjà en 2011. Voilà, c'est toujours la même rengaine. Nous sommes dans une économie mondialisée, dans une économie globalisée, donc nous ne pouvons rien faire. Donc forcément, on nous parle de finances et de spéculation internationale. Mais vous savez très bien qu'au terme du fameux article 63 qu'empêche toute restriction aux échanges de capitaux entre l'Union européenne, y compris avec les pays tiers, c'est-à-dire entre pays de l'Union européenne, mais aussi avec les pays hors de l'Union européenne. Donc évidemment, tout ça volerait en éclats. Et vous allez comprendre pourquoi l'escroquerie, le passe-passe que ces gens-là nous ont préparé dans le reportage. Pour le groupe Union pour un mouvement populaire, vous avez la parole, monsieur Barouin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse... Fort de ce rapport Black Swan, François Barouin, désormais sénateur, exhorte le chef de l'État et tous les Français à s'accrocher à l'euro. Mais pour d'autres, la sortie de l'Italie représente une véritable opportunité pour la France. C'est quoi votre première impression ce matin? Donc voilà, vous l'avez tous reconnu, lui c'est un fervent anti-euro, bien que Nicolas Dupont-Aignan, que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, et pour lequel je pense qu'il a une contradiction majeure dans son raisonnement, et c'est peut-être pour ça qu'il apparaît dans ce reportage, non pas comme d'autres, je pense évidemment à l'UPR, parce que il refuse la notion de sortir de l'Union européenne. Or, comme la Commission européenne l'a rappelé elle-même, on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Voilà. Comme je vous l'ai dit, la Commission elle-même l'a rappelé, même s'il y avait des gens qui le disaient depuis longtemps, que c'est dans les traités, il suffit de lire. Et voilà, c'est pour ça que Nicolas Dupont-Aignan a toute sa place dans ce reportage, qui garde, somme toute, une grande ambiguïté,
Et vous allez voir qu'il n'a jamais été, à aucun moment, qu'il ne sera jamais soulevé sur le fait qu'un pays ne peut pas rester dans l'euro et appartenir à l'Union européenne. Que de temps perdu à attendre cet heureux événement. Que de temps perdu, de souffrance, de chômeurs, alors qu'enfin l'Italie va pouvoir respirer et vivement que la France ait le courage de faire de même. Il faut arrêter avec la dramatisation. Ce ne sont que les banques qui ont peur, bien sûr, parce qu'elles vont gagner moins d'argent, certains rentiers, mais pour la grande majorité de la population, c'est un soulagement. Et enfin, on va retrouver notre liberté vis-à-vis de l'Allemagne, et ce n'est pas à l'Allemagne de dicter sa loi à la France. Voilà, donc il ne parle pas de sortie de l'Union européenne, voilà, c'est pas à l'Allemagne de faire la loi, mais bon, les Allemands ne veulent pas payer, hein, qu'on arrête avec cette vision, tu vois, ça c'est pareil, c'est toujours dans la continuité de l'émission qu'on avait faite sur l'Allemagne, justement, où on veut toujours affubler les Allemands d'être des horribles méchants qui comploteraient évidemment contre toute l'Europe avec leur euro et qui voudraient évidemment diriger. Mais les Allemands, ils jouent pour leur intérêt, ce qui est normal, mais surtout, ils n'ont pas envie de se laisser, entre guillemets, piéger à payer la facture pour tout le monde. Hein, un peu comme si vous dîniez avec vos amis, puis on vous dit de toute façon à la fin de la soirée, c'est toi qui vas payer pour tout le monde. Eh ben, peut-être que vous ne serez pas d'accord, parce que ça n'a pas été prévu comme ça au départ. Le retour à une monnaie nationale, d'abord c'est une question de souveraineté, car un État, c'est une loi, une monnaie, un territoire. Nous y avons droit à cet élément de notre souveraineté. Et deuxièmement, c'est un moyen pour retrouver la voie de l'emploi, de la croissance et donc de l'augmentation d'un pouvoir d'achat qui est terriblement bas aujourd'hui. Ah. Oui, on a l'habitude de cette rhétorique Marine Le Pen, bon, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà. Et encore une fois, la question de la sortie de l'Union européenne n'est toujours pas posée et elle ne le sera pas. À partir du moment où le gouvernement français sera confronté à la décision du gouvernement italien de quitter la zone euro, le gouvernement français n'aura pas d'autre choix que de quitter lui aussi la zone euro. Voilà, Jacques Sapir, voilà, qui est un des seuls avis partisans de la sortie de l'euro, comme c'est précisé dans la description, qui était plutôt mécontent d'ailleurs de son apparition dans ce reportage, parce qu'il pense s'être fait un peu duper par rapport aux propos. On le verra un peu par la suite, on comprend que la question qui est posée, la réponse est en fonction de la question souvent. Et là, on a l'impression qu'il y a un jeu biaisé par rapport aux questions et comment c'est placé. Voilà. Bien sûr, le débat pro ou contre la sortie devient national. Bien sûr, le pays entier ne parle que de ça. On a un tout petit peu de temps pour réagir. L'Italie a annoncé sa décision juste après notre bouclage. On a donc quelques jours pour la semaine prochaine. Et donc il faut dépasser le cas italien quand on est un hebdomadaire. Et nous titrerons sans doute la semaine prochaine « Sauvons l'euro ». Ah, ben voilà, hein, on ne pouvait pas en attendre moins d'un Christophe Barbier, qui montre encore une fois que les médias sont vraiment essentiels, vous savez, dans leur rôle de chien de garde du système et de maintenir tout ça en place. Donc, Christophe Barbier, qui donc ne fait pas du tout un travail, on va dire, allez, de prendre un peu de recul, qu'est-ce que dit l'un, qu'est-ce que dit l'autre. Non, pas du tout. Lui, il dit, sauvons l'euro. Il dit, on a toujours été là pour ça. Nous, on est là pour sauver l'euro. Donc, lui, il est acquis au dogme, il nous le dit, et ça, c'est l'ensemble de la classe médiatique française, qui est complètement acquise, complètement soumise à tous les dogmes européens, et donc ce dogme de l'euro, et il nous est imposé, voilà, dans l'univers médiatique, avec quasiment aucune contre-parole, aucun contre-pouvoir face à ce monsieur. Est-ce que cette question va dominer tous les autres sujets dans les mois qui viennent ? Incontestablement, on est en train de vivre un choc comme on n'en a pas connu depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire un événement historique qui réécrit complètement l'histoire de l'Europe, qui redistribue les cartes pour tous les pays de l'Union européenne et notamment ceux de l'euro. Donc oui, on va en parler dans ce journal pendant au moins 3 ans, c'est-à-dire pendant au moins la période qui nous sépare de la présidentielle française et du renouvellement en Allemagne du pouvoir. Désormais, le sujet majeur unique de la politique nationale française, c'est quelles sont vos solutions pour l'euro et pour l'Europe.
Oui, bah, j'ai envie de dire que ce monsieur a beaucoup de retard parce que ce sujet, justement, hein, de l'euro et de l'Europe devrait être au centre de toute la politique française vu qu'on ne décide de plus rien. Donc, je trouve ça, vous voyez, un peu presque assez cocasse de voir de se dire ah bah il faudra attendre qu'il y ait la sortie de crise d'un pays de l'euro pour qu'on va se poser la question de savoir si notre avenir dans l'Union européenne et si l'euro doivent être au centre de nos préoccupations politiques, ce qui n'est pas le cas. Eh bien oui, et pourtant c'est bien la preuve, hein, vous voyez que ces gens-là se foutent de nos gueules toute la journée parce que nous sommes déjà dans la situation où l'Union européenne, l'euro, devrait être au centre de toutes nos préoccupations politiques et dans la bouche de tous, évidemment, nos dirigeants. Hein, on me dit, aïe, l'écharpe rouge, effectivement, l'écharpe qui fait très très mal. Dès que je vois Barbier, peu importe, je change de chaîne ou j'éteins directement la télé. C'est vrai qu'il est très dur. On me dit, François Asselineau n'est-il pas pour la sortie de l'euro, ne pas dit qu'il prétendait vouloir sortir de l'euro. Bien sûr que si, François Asselineau veut sortir de l'euro, mais pas seulement, parce que lui, il est très cohérent, il veut sortir de l'Union européenne et de l'OTAN aussi, parce que on comprend bien que c'est une machine qui est imbriquée ensemble, il faut savoir comment ça fonctionne, et la cohérence, c'est effectivement qu'on ne peut pas de toute façon sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne, et que rien ne sert de sortir de l'Union européenne en restant dans l'OTAN. Ça m'a trié parmi le personnel politique, parce qu'on voit ceux qui ont des choses à dire et ceux qui ne tiennent pas la route. Voilà, donc là on a sa petite couve, hein, sympa, sauvons l'euro, fuite des capitaux, ces Français qui anticipent. Argentine, Royaume-Uni, Chypre, 10 choses à savoir sur le bank run. Hein, ça veut dire que l'État encouragerait presque un bank run à les entendre, parce que comment ça se passe là dans cette configuration-là, c'est inviter évidemment l'ensemble de la population à aller se précipiter sur tous les distributeurs de billets pour retirer son argent. Depuis 3 jours, les Français n'ont jamais autant entendu parler de monnaie, de dévaluation compétitive, d'inflation importée. Ils s'inquiètent. Et si la France, elle aussi, abandonnait l'euro? C'est pas la grosse sérénité en France. C'est inquiétant, mais c'est ça l'euro. Hein. Je suis en train de voir s'il faut changer le placement avec lui, acheter de l'immobilier, déplacer, je sais pas. Très vite. Acheter de l'immobilier, déplacer. Je trouve ça un peu extrême, mais bon. Vite, la question est sur toutes les lèvres. Comment conserver son épargne si tout tourne mal? D'autant plus qu'en Europe, les Français sont dans le trio de tête de ceux qui épargnent le plus. Alors là, on va comprendre cette question de l'épargne et c'est très intéressant. Cette année, comme les précédentes, les Français ont épargné presque 16% de leurs revenus, placés en immobilier ou en épargne financière. En 2014, celle-ci a atteint le record de 4 000 milliards d'euros, l'équivalent de 2 fois la dette de la France. Avec presque 40% de ce montant, l'assurance vie est le placement préféré des Français. Voilà, donc là, on va assister à un petit rendez-vous chez le banquier. Vous allez voir, vous allez me dire si votre banquier il est comme ça. Je vous en prie. Si bien. Patrice Amance s'occupe du patrimoine de ses clients, mais aussi de leurs inquiétudes. Merci de me recevoir. Je vous en prie. J'imagine pourquoi vous êtes là. Mais oui, je voulais vous voir parce que l'actualité est un petit peu chaude en ce moment. Enfin, tout le monde parle que de ça un petit peu partout dans la presse et les médias. Je me demande bien comment on pourrait anticiper donc ce retour au franc. Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence pour, oui, c'est ça, pour prendre le moins de risques. Alors, voilà. Pas prendre de risques, c'est assez compliqué de le préciser aujourd'hui, mais d'essayer d'en prendre le moins possible. Bon. Alors, pas prendre de risques, c'est assez compliqué aujourd'hui. Je suis désolé, on nous a parlé de produits d'assurance vie. Les produits d'assurance vie sont des produits risqués. Il faut le savoir. Vous pouvez vous retrouver le lendemain avec ces banques justement qui font faillite et tous les gens qui ont placé leur argent dans ces assurances vie ne pourront pas les récupérer. Ce sont déjà des produits risqués et qui sont vendus à tour de bras justement comme des produits non risqués alors que c'est faux. C'est absolument faux. On avait beaucoup parlé ici avec Pierre Jovanovic, je me rappelle avec Norman Palma, etc. On avait parlé de ces produits-là et ce sont quasiment les pires produits. Donc déjà, ce qui nous a été présenté comme soi-disant, vous voyez bien, en plus là, c'est le travail de la propagande, puisqu'on vous dit que c'est un placement sûr, le placement d'assurance, alors que justement, c'est un placement risqué. On va parler du livret A, du LDD par exemple, des petits comptes que vous avez à la banque. Ça, ce sont des liquidités qui sont aujourd'hui libellées en euros, qui demain vont être libellées en francs. Oui, alors, oui, qu'est-ce que ça change?
Hein, si j'ai une dette, hein, j'ai mon compte où j'avais mes 15 000 euros, ils vont devenir 15 000 francs. Et alors? Donc là, forcément, c'est une dévaluation de 20-30%. Ah, pourquoi c'est une dévaluation encore, cette fameuse dévaluation? Hein, ces gens-là vous brandissent la dévaluation à tour de bras sans qu'on comprenne d'où qu'elle vienne. Voilà, il y a une dévaluation. Hein, voilà, je passe en francs, il y a une dévaluation. Votre épargne va s'amaigrir. Il faut en sortir au maximum. Donc en sortant du bureau, la première des choses, vous avez un guichet en face, vous allez commencer à retirer le maximum d'euros. Alors là, c'est quand même assez étonnant. Vous avez un banquier qui vous conseille le bank run. Donc les banquiers vous conseillent d'aller au distributeur retirer votre argent, de provoquer un cataclysme. On n'a jamais vu ça, quoi. Ce sont les banquiers qui poussent les clients en disant allez retirer l'argent, allez retirer l'argent. Hein, vous voyez, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était Eric Cantona, Yann Sarfati, donc ça n'avait rien à voir. Mais là, ce sont les banquiers. Donc les banquiers nous disent d'aller faire un bank run. Vous pouvez aussi, par le biais de la banque, tant que cela fonctionne, acheter de l'or. Par le biais de la banque, acheter de l'or. Alors surtout, ne faites jamais ça, n'achetez pas d'or avant de banquer, vous n'en verrez pas un gramme. Hein, vous ne savez pas quel or. On a fait de nombreuses émissions ici sur l'or, vous avez bien vu, l'or, c'est une escroquerie chez les banques. Pourquoi vous allez acheter de l'or à votre banquier? On va vous vendre les fameux ETF. C'est pas de l'or, c'est de l'or papier. Vous voyez bien l'oxymore, hein, de l'or papier. En fait, vous achetez un soi-disant or qui serait quelque part et que vous aurez... C'est de la connerie. C'est de la connerie, ça, de nous expliquer qu'on va acheter de l'or à la banque, c'est faux. Hein, je vous dis, ils vont vous vendre des ETF. Les ETF, c'est du papier sur l'or, hein, puisque en plus, hein, ça aussi, pareil, on avait parlé avec Jovanovic, et il le décrit très bien dans son livre, les banques qui achètent et qui louent des stocks d'or, justement, pour revendre de l'or, hein, à cette dame, à qui elle va vider son compte pour aller acheter du papier or. Hein, et elle a engraissé les caisses de la Fed. Mais c'est complètement de la propagande. L'avantage de l'or, c'est que c'est la valeur refuge, et c'est une valeur internationale qui, elle, n'aura pas de déperdition. C'est une valeur internationale qui n'aura pas de déperdition. Sauf que le taux est complètement manipulé, évidemment, le taux de l'or, entretenu artificiellement, vous le savez, par la Fed et d'autres. Encourageriez aussi à investir peut-être, à transformer une partie des du cash de l'or sur ce qu'on peut sortir, sur vos liquidités qui sont présentes en banque aujourd'hui. Du cash de l'or, c'est ce que conseille donc le banquier. Le banquier vous dit, sortez votre cash. Donc il encourage au bank run et acheter de l'or qu'il n'a pas au demeurant, hein, puisque donc on va acheter son or papier. Voilà. Ça dans un premier temps. Et ensuite il va rester effectivement par contre le support d'assurance vie. La première des choses, puisqu'elle est aujourd'hui déposée en France, il faut absolument faire un rachat total du contrat. On a mis en place un transfert possible sur du contrat luxembourgeois. Et donc le banquier encourage l'évasion fiscale au passage. Donc on nous parle de... Non mais il est saisissant ce banquier. Hein. Donc c'est le bank run, acheter des ETF et en plus aller migrer votre argent au Luxembourg ou pourquoi pas aux îles Caïmans. Hein, c'est pour vous sauver. Donc cette dame en plus se rendra probablement coupable en plus dans pas longtemps d'un crime. Vous verrez pourquoi.